vous venez d'entendre, hein, c'est tout qu'un brouhaha, mais ça, c'est des gens qui étaient pas contents hier et qui ont interrompu une conférence qui se tenait du côté de l'Université Laval, qui était présentée sous forme de débat. Si je ne me trompe pas, je vais en parler avec mon prochain invité, puisqu'il était l'un des panélistes, l'un des intervenants invités à ce débat qui se voulait sur l'avenir du Québec. Donc, il y avait Alex Boissonneau du Parti québécois, Benjamin Tremblay, qui est analyste et vulgarisateur politique aux médias 7 jours sur Terre, et Étienne-Alexandre Bourassa, qui est un essayiste québécois, ancien rédacteur des discours de François Legault, et donc qui partage une vision qui est peut-être différente du Québec, mais qui voulait du moins l'exprimer dans le thème de cette conférence-là du côté de l'Université Laval. Et là, il y avait eu, sur certains médias sociaux, certains groupes de l'université qui s'opposaient à la venue de ces intervenants-là et qui ont décidé de perturber cette conférence-là. Donc, comment ça s'est passé? Pour en parler, on invite justement Benjamin Tremblay, qui est analyste et vulgarisateur politique du média 7 jours sur Terre. Salut Ben. Salut Ben. Philippe, merci de me recevoir. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir parce que déjà, j'étais un peu surpris de voir la réaction des étudiants ou des gens qui s'opposaient à ta venue à l'Université Laval, puisque le média que tu diriges depuis plusieurs années est né au sein de l'Université Laval même. Oui, exactement. C'est quand même un peu ironique aussi. C'est extrêmement ironique, puis j'ajouterais à ça le pire. Si au moins c'était un débat. Si au moins c'était un débat, puis ça avait été planifié, annoncé comme ça, j'aurais dit, OK, c'est un peu épicé, tu sais. Ouais. C'est un panel conférence. C'est une discussion, tu sais, normalement, là, j'en fais souvent, tous les 2-3 mois à l'université. C'est des trucs super techniques, super académiques. C'est très ennuyeux, honnêtement. Vous avez normalement 10 ou 15 personnes dans l'audience. Et là, ça a été annoncé. Et de ce que je le comprends, c'est surtout la présence de M. Beauregard qui, par son association avec l'Institut Cardu, a été vraiment, là, ça a accroché d'un porte avec les associations féministes, si on veut. Il a vraiment considéré que c'était une organisation qui est répréhensible. Soyons clairs en passant, là, M. Beauregard, du moins à ma connaissance, n'a jamais fait de déclaration ou pris position contre le droit des femmes au Québec à choisir en matière d'avortement. Fait que c'était déjà un peu étrange de voir la réaction. Maintenant, moi, je trouvais que c'était une tempête dans un verre d'eau. Je me disais, franchement, il va rien avoir. Ils vont être 4-5. Ça va être vraiment juste un... Il était combien à peu près? C'est là que j'ai eu tort, justement. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment absolument rien. Je me sentais mal. L'université nous proposait une escorte avec la sécurité pour rentrer. Il y avait beaucoup de présence policière. J'étais comme, ah, Seigneur, je me sens mal. En rentrant, je capotais. Je ne peux pas croire qu'ils sont mobilisés comme ça pour quelque chose. Ça va être à rien. Et en arrivant, écoute, tu avais peut-être une 60aine de personnes d'abord de refouler à la porte. La place était entièrement pleine, mais c'est surtout beaucoup de manifestants. Tout de suite, en arrivant, je voyais quelques pancartes là, qui disaient « Je désapprouve de cette conférence ». Une dizaine, une vingtaine? À l'extérieur, il devait en avoir une quinzaine. Okay. Dans la salle, de peut-être en avoir une vingtaine, je dirais. OK, quand même. Je veux quand même clarifier que la majorité des gens qui s'opposaient à la conférence puis qui étaient là pour le manifester, le représenter, l'ont fait dans le plus grand des respects. Là. Portaient une pancarte ou encore une affiche, puis ont été relativement... n'ont pas perturbé la conférence des autres. Malheureusement, ils ont fait exactement ce que je m'attendais, Seigneur. Là, puis on en parlait avant, puis je me disais, sais-tu, moi, comment je voudrais interrompre une conférence? Comment tu t'y prendrais? Tu fais pas ça depuis l'extérieur, tu fais ça depuis l'intérieur. Tu rentres, t'envoies 4-5 personnes, puis tu as toutes les 5 minutes, comme un roulement de tambour, tu viens interrompre. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. C'est après à peu près 5 minutes, il y en a un premier qui s'est levé. Puis c'était le même modus operandi. C'était de se lever, de hurler au bout de sa voix un discours qui était rédigé d'avance. Puis, écoute, c'est tout à l'honneur du service de police de Québec. Il n'y en a pas un qui s'est rendu passer à la deuxième phrase. OK. Parce que on les invitait à sortir. Les policiers ont été exceptionnels. La sécurité de l'Université Laval a été extrêmement tête aussi. Donc, puis ça a été fait, on s'entend, avec aucune forme de violence. Ça a été fait très, très, très classe, avec beaucoup de classe de la part de l'université. Les gens ont été invités à sortir. Certains ont montré un peu plus d'opposition puis ont décidé de faire du brouhaha en sortant. Mais pour la majorité, moi, ce que j'en retiens, là, c'est une lecture qui, je pense, est positive. Parce que là, on regarde ça, on est comme, voyons, donc ça se peut pas, c'est campus universitaire. C'est censé être un endroit pour les débats, pour les échanges, des discussions. Puis, tu sais, on s'entend, là. D'abord, on n'est pas des gens très controversés. C'est un exercice qui se veut un yogourt à la vanille totale. Et quand même, il y en a qui trouvaient ça trop épicé. Fait que, dans cette optique-là, moi, je trouve qu'on a fait énormément de progrès au Québec depuis les bouts les plus sombres là, de la culture de l'annulation, où normalement, l'université, dès que ça aurait brassé un peu puis que ça aurait venu un peu chaud... aurait annulé. Il aurait été sous pression de le faire. Ouais. Puis il aurait fallu qu'il s'explique de maintenir la conférence. Puis pourquoi il aurait maintenu une conférence qui mettait des gens malades? Là, c'est l'inverse. L'université qui, au contraire, aurait été dans une très mauvaise posture puis aurait été forcée de s'expliquer s'il y avait annulé. Puis c'était de voir le rejet catégorique
de la communauté étudiante, mais aussi plus largement de la société, des institutions, l'université, services policiers, etc., de l'idée même d'annuler une conférence. Tout le monde a vraiment été above and beyond. Puis c'est vraiment l'effet Streisand, tu sais, au bout de la ligne. Comme je disais, c'est quelque chose qui aurait dû attirer 15-20 personnes, on passe à autre chose, puis le message aurait été nulle part. Là, ça fait 3 jours que moi et Étienne Alexandre, puis M. Boissonneau, on est dans les médias à faire le tour, puis à parler de cet événement-là, qui, au bout de la ligne, ça donnait encore plus de visibilité au message. Bien, ultimement, c'est ça. Puis c'est un peu ce qui est dommage là-dedans aussi, c'est que c'est ça qu'on retient finalement de ce qui est arrivé hier à l'Université Laval. J'ai aucune idée de ce que vous avez dit. OK, ça n'a pas été rapporté. D'abord, on va en parler un peu de ce qui a été dit, du contenu de la conférence. Mais d'abord, écoutons l'un, justement, des opposants à votre venue. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? C'était quoi les récriminations qu'il vous adressait? On parle aussi de seuil d'immigration, beaucoup. On parle de capacité d'accueil, alors que ces termes-là n'ont jamais été définis par personne. On met beaucoup d'emphase là-dessus. Puis je trouve que tout ça, ça peut être un petit peu toxique là, pour la cohésion puis l'espace public. Puis pour que des gens puissent se sentir en sécurité dans ce genre de débat-là. Puis je trouve qu'on a mis beaucoup d'emphase aussi sur la conception qu'aujourd'hui, c'est un débat. Qu'est-ce qu'un débat? C'est lorsqu'on a une confrontation entre deux idées. Puis aujourd'hui, si on prend le temps d'analyser là, les 3 différents panélistes, on est évidemment dans 3 personnes qui ont plus ou moins des positions similaires, à quelques extrêmes peut-être différents, à quelques exagérations différentes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qui sont mêlés? C'est intellectuellement embarrassant. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Premièrement, il dit « C'est un débat! Je viens de te le dire, c'est pas un débat. C'était annoncé comme un panel conférence, un échange d'idées universitaires. C'était pas du tout un débat. Deuxièmement, on nous parle de capacité d'accueil. C'est un concept très flou. Le concept de capacité d'accueil a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale il y a seulement quelques jours par l'entièreté des députés qui ont reconnu qu'effectivement, toute société qui choisit d'ouvrir la porte à des nouveaux arrivants puis à des gens qui choisissent le Québec comme terre d'accueil a une capacité maximale. Est-ce qu'on sait, c'est 2 millions, 3 millions, c'est-tu 50 000? On peut avoir le débat de la numérologie en fonction des services publics du Québec. Peu importe la décision qu'on prend en matière d'immigration, combien on en veut, ça doit nécessairement être en adéquation avec notre capacité au niveau des services publics. Puis c'est ça qu'on dénonçait, autrement dit. C'est de voir surtout beaucoup d'abus qui ont eu lieu pour des raisons largement économiques. Puis quand je parle d'abus causés par le laxisme législatif canadien, c'est une déclaration qui m'a été reprochée, comme quoi les immigrants abuseraient du cadre législatif. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Je dis que des acteurs de mauvaise foi au Québec, qu'on peut identifier puis qu'on peut nommer, qui ont exploité le système d'immigration temporaire, de résidence temporaire, particulièrement pour les étudiants, pour monétiser ça. Des institutions d'éducation supérieure à Montréal qui ont fait venir des gens depuis le tiers-monde à coût de 500 puis 600 dans des programmes bidons qui donnent aucun diplôme, qui durent 1 an. Tout ça pour pouvoir renflouer les classes. Puis ça, c'est qui est victimisé par ça? C'est là qu'il est important de le comprendre. C'est ces gens-là à qui on a fait une promesse, à qui on s'engage de dire, viens au Québec, c'est ça qui me fâche, on va avoir des services pour toi. Je veux qu'on accueille bien nos nouveaux arrivants. Ben, c'est là qu'on a un désaccord fondamental entre une portion de la gauche qui semble dire que rien que de suggérer qu'on aurait une limite à notre capacité d'accueil, ce serait quelque chose de fermé, d'exclusif. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que justement, les gens qui viennent ici, on va être en mesure de leur remplir la promesse qu'on a faite par rapport à des services publics accessibles, mais aussi par rapport à un accueil. Parce que là, ce qu'on observe, c'est ça la véritable tragédie, je pense, à travers des dernières années, c'est qu'on voit un inversement, un renversement du consensus pour l'immigration au Canada. Ça, c'était magnifique. Ça faisait des décennies, depuis le début, en fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu beaucoup de grandes vagues d'immigration au Canada. Puis chaque fois, les Canadiens ont toujours vu ça comme un gain net, un gain positif. On voyait ce que ça apportait à la société parce que c'était bien intégré. On a eu des vagues de Vietnamiens, on a eu des vagues d'Haïtiens, on a eu des vagues d'Italiens. Et chaque fois, on a intégré ces gens-là. Puis aujourd'hui, ils composent notre gouvernement. Ils travaillent dans nos services publics. Leurs enfants sont des Québécois puis parlent français. Là où on a un problème, c'est quand on fait venir justement des quantités qui ne sont plus adéquates avec notre capacité. Puis on parle de 50 000. Ça compte pas nos immigrants temporaires. Ça compte pas les gens qui sont tout en dehors de ce système-là. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on se retrouve, dans certains cas, avec au-dessus de 400 000 personnes qui sont sur le territoire sans vraiment de statut permanent. Il y a un problème au bout de la ligne pour des Québécois quand on sait qu'il manque 50 000 places sur les payrolls sur les rôles de garderie, pardon. Et là, on se retrouve avec des gens qui sont obligés d'être au bout de la file. Des gens qui ont des enfants, des Québécois qui veulent avoir des enfants, qui veulent accomplir ce rêve-là, une décision parfaitement personnelle puis souveraine, puis ne sont pas capables de le faire parce qu'on ne livre pas la marchandise au niveau du service public. Le plafond de verre pour adresser un peu l'immigration en tant que telle, puis reprocher un peu certaines choses à comment c'est géré au Canada, par exemple. J'ai l'impression qu'il a été brisé, mais quand même,
ça crée des éclats. Puis moi, ce que je remarque, puis je pense que c'est une démonstration, c'en est une preuve, un peu ce qui est arrivé hier du côté de l'université, c'est que le dialogue là-dessus, bien que maintenant, auparavant, n'était pas adressé du tout, maintenant, est encore difficile. Comment on fait pour rétablir justement ce dialogue-là entre les gens qui sont pas d'accord sans entrer dans une annulation, sans dire de l'autre côté, ils sont comme si, alors moi, je leur tourne le dos, je leur parle pas. Parce qu'ultimement, que vous soyez de droite ou de gauche, si ce dialogue-là est rompu, ça ira pas dans le bon sens. Et puis, je pense que l'annulation va continuer d'arriver, ou du moins les tentatives d'annulation vont arriver. Puis, je pense qu'ultimement, il n'y a personne qui est gagnant de tout ça. Comment on fait pour rétablir le dialogue sur l'immigration en étant un exemple, les enjeux qui sont polarisants? C'est une excellente question. Je pense que la posture qu'on adopte en ce moment, juste une posture de bienveillance, c'est déjà la première des étapes. De dire, regarde, peu importe le débat qu'on va avoir par rapport aux gens qui décident de choisir le Québec comme terre d'accueil, ça devrait toujours provenir d'un endroit de bienveillance. Qu'on est tous d'accord, ce qu'on veut ici, c'est le meilleur pour eux. Maintenant, la manière de faire ça, puis la manière de déployer notre mieux, comment ça se fait, on peut être en désaccord. Certains vont me dire, écoute, on peut en prendre jusqu'à 250 000 si on revoit nos priorités, si on rechange nos services publics, si on met un peu plus d'efforts. Puis si on peut avoir ce débat-là sur étudier c'est quoi la capacité d'accueil. Maintenant, il faut qu'on soit d'accord sur des principes élémentaires, que ces gens-là méritent le mieux, qu'en ce moment, la situation est problématique. Puis ça, je pense que ça ne devrait pas être problématique. Ça ne devrait pas être scandaleux ou encore controversé de parler de l'inhumanité du système qu'on a en ce moment. On parle d'abus, de gens, d'acteurs de mauvaise foi qui prennent avantage de tout ça. Moi, je pense notamment aux familles d'Haïtiens qui traversent la frontière aux États-Unis, à Roxham, dans le milieu de l'hiver, passer par du monde qui lui donne une tape dans le dos en ramassant 500$, puis ça meurt dans la neige, puis dans la boîte avec des enfants. Ça, c'est inhumain. Ça, c'est des abus sur le système d'immigration qui sont rendus possibles à cause du laxisme législatif. C'est justement, quand on parle de la bonne foi des Québécois, puis la bienveillance, parce que justement, on est tellement bienveillant. On veut s'assurer de respecter le code des demandes d'asile by the book. On accepte que peu importe de où tu viens, que ce soit des États-Unis, que ce soit du Gabon, que ce soit de la Thaïlande, c'est pas important. Ça se peut effectivement que ta demande d'asile soit valide, donc on va la traiter peu importe combien qu'on en a sur la pile. Et justement, parce que tu as le droit, toi, de ne pas être victimisé par ça, on va te donner accès à tous nos services publics. Ben là, tu as de l'autre côté des gens qui regardent ça, qui en profitent en se disant, on va te loader la pile encore plus. Puis tu entends des gens comme, par exemple, Stephen Enfield, qui décide de fermer sa pratique, un des avocats en immigration, particulièrement pour les très proche du Parti québécois. Exactement. Puis un des avocats les plus en vue, là, pour ce qui est des demandes d'asile, qui a fermé sa pratique privée en disant, vous savez, il y a vrai 80% des gens que je vois dans mon bureau, c'est pas des vrais demandeurs d'asile. C'est un système qui est rendu exploité à des fins économiques. Ensuite de ça, sur la question économique, justement, on peut s'en parler, ça, de savoir qu'est-ce qu'on veut accomplir avec l'immigration. Est-ce que c'est une diversité culturelle ou est-ce que c'est de la main-d'œuvre? Il y a quelque chose de profondément déshumanisant là-dedans, là, de voir l'immigration comme une unité économique qu'on vient rajouter. Puis encore plus que ça, fondamentalement, c'est hostile aux Québécois puis aux travailleurs. C'est de dire qu'est-ce que c'est dans le fond. Une banque centrale, quand ça en manque, ça imprime de l'argent. Ça diminue la valeur de l'argent existant. Qu'est-ce que ça fait un gouvernement quand ça manque de monde? Ça en fait venir. Ça diminue la valeur du travailleur existant. Donc, on voit une stagnation des salaires, on voit des chambres de commerce qui lobbyent pour toujours plus d'immigration au détriment des intérêts de la cohésion sociale. Fait que c'est là-dessus que je pense qu'il y a un débat important à avoir qui part de la bienveillance d'abord et avant tout. J'ai de la misère à t'appeler Benjamin, je vais tout le temps dire Ben, parce qu'on a étudié ensemble, il faut le dire quand même, puis on s'est connus à Chiz, à la radio où tu avais commencé 7 jours sur Terre. D'ailleurs, les gens peuvent te suivre sur 7 jours sur Terre, qui est ton média. Tu es analyste et vulgarisateur politique de ce média-là, justement. Je voulais savoir, en terminant, penses-tu que tu vas être invité, que ce soit à l'Université Laval, dans d'autres universités, alors que peut-être tu es devenu symbole de controverse? Écoute, j'espère que ça nuira pas, mais il y a une chose que je vais ajouter. Par exemple, tantôt, ils nous le mentionnaient. Ils disaient, ils sont tous pareils, ils ont toutes les mêmes opinions. Moi, je vais être sincère. Quand j'ai répondu à cette invitation-là pour le panel, j'ai même pas vu que c'était le Parti québécois qui organisait ça. J'ai vu Université Laval. J'étais en train de finir une émission. J'étais à mon bureau. Et puis, c'est mon alma mater. Les deux, on a été à l'Université Laval. Ouais. On refuserait jamais quelque chose à Laval. Fait qu'absolument, et par après, je réalise que c'est le Parti québécois. Puis moi, sur Facebook, puis sur mes comptes personnels, j'arrête pas de prendre des shots contre PSPP, puis des bonnes à part ça.
Ouais, ben, Puis j'ai il m'en vu parle que souvent. il y avait des staffers du Parti québécois qui t'écrivaient là, pour Ben, te là, répondre. Des fois, tu es très ouais, critique envers eux exactement. autres. Ben, c'est ça, j'ai été très critique au Parti québécois. Fait que moi, quand j'ai vu c'était le PQ qui organisait ça, j'ai explosé de rire en me disant c'est impossible, ils vont enlever mon invitation. S'ils peuvent pas me mettre sur cette tribune-là, c'est impossible. Fait que d'abord, non, le PQ l'a maintenu, puis je trouve ça fantastique. Deuxièmement, ce que j'allais dire, c'est qu'on avait tous des positions totalement différentes. T'as M. Boissonneau, qui est un député péquiste. T'as M. Beauregard, qui est littéralement un caquiste là, qui a travaillé avec le bureau du premier ministre. Puis t'as moi qui prends des shots ouvertement contre le chef du PQ. Fait que la suggestion, comme quoi on était trop alignés politiquement, est un peu tirée par les cheveux. Pour ma part, je pense pas que ça va nuire. S'il y a quoi que ce soit, et on a vu une belle démonstration hier d'intérêt pour des discussions sur l'avenir du Québec. Merci beaucoup, Benjamin Merci. Tremblay, d'être venu en studio. 10h32 dans Bouchard en parle.